Lorsque je me suis documentée sur le sujet de la maternité et de la psychose, j'ai été surprise de tomber sur l'affirmation suivante. Les enfants de ces mères présenteront eux-mêmes des troubles. La grossesse est ainsi considérée comme à risque dans ces cas-là. Ensuite, l'enfant né est étiqueté comme à risque de troubles du développement, notamment par l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis 1975, les classe même comme étant à haut risque. 3 dangers sont ainsi isolés. Le risque pour l'enfant d'être psychotique par hérédité, le risque pour son développement et enfin le risque de souffrir. Ma surprise était naïve puisque la psychiatrie actuelle introduit une vision déficitaire. La psychose est ainsi considérée dans un registre négatif en termes de moins, de pas adapté, d'anormal. Il s'agit d'une lecture qui enferme, qui condamne, qui stigmatise et qui ne laisse entrevoir aucune perspective heureuse. J'ai pensé au contraste immense entre ces idées et le discours psychanalytique. Avec Sigmund Freud déjà en 1901, dans Psychopathologie de la vie quotidienne, il dédramatise la frontière entre le normal et le pathologique. Freud met sur le même plan la norme et la normalité en précisant que nous sommes de toute façon, et qu'on le reconnaisse ou non, tous animés par notre inconscient. Il y a un continuum entre le normal et le pathologique. L'essentiel n'étant pas là, le principal est de savoir si le patient souffre et si l'être souffre, de pouvoir lui proposer des dispositifs adaptés s'il souhaite s'en sortir. Les références sont nombreuses, mais j'ai tout de suite pensé au cas Schreiber, dont la lecture m'avait marquée pendant mes études. Le délire est considéré comme une tentative de guérison et non comme une déficience. Dans le même esprit, Jacques Lacan invite plus tard le psychanalyste à ne pas reculer devant la psychose. Comme le propose Fernando de Amorim, névrose, psychose et perversion sont 3 manières de lire le monde. La psychanalyse met à l'honneur une clinique du sujet, loin des généralisations et des statistiques. La confusion a commencé par la multiplication de créations de diagnostics au point d'en faire un livre qui parvient à ranger la majorité d'entre nous dans le registre pathologique, les liens d'intérêt financiers n'étant pas loin. Vous l'avez peut-être deviné, je pense au DSM. Les 3 structures psychiques isolées par Freud y sont délaissées, névrose, psychose et perversion. Elles sont pourtant suffisantes. Pour le sujet qui nous occupe, il n'y a pas la mère psychotique comme j'ai pu le lire, tout comme il n'y a pas non plus lieu de parler de la mère névrosée. Il y a des femmes qui occupent la position de mère. Certaines d'entre elles sont en souffrance. Celles-ci doivent pouvoir être accueillies et aidées. C'est notamment ce qu'il s'est passé pour Ève, qui dit être en souffrance et n'avoir jamais su si elle voulait un enfant ou non. Elle se sentait, je cite, incapable de faire un choix et se croyait stérile à cause des traitements psychotropes qu'elle prend depuis ses 20 ans. Cet imaginaire la pousse à ne pas se protéger lorsqu'elle a des relations sexuelles avec son mari. « J'ai joué avec le feu », dit-elle. Vers ses 35 ans, Ève découvre qu'elle est enceinte. « J'étais enceinte et pleine d'angoisse. Je me suis retenue pendant 9 mois. » Ève finit par reconnaître son désir de grossesse qu'elle distingue du désir d'enfant. « Oui, je voulais être enceinte, mais ça ne veut pas forcément dire que je voulais un enfant. Être enceinte, c'est l'idée d'avoir une vie en moi qui me plaît. » À la naissance de leur fille, Ève souffre d'une dépression, tout en précisant que ce n'était pas la première. Ève a déjà rencontré de nombreux psychothérapeutes et psychiatres. L'un d'eux avait affirmé qu'elle est inguérissable. Pour elle, c'est un effort quotidien d'être en vie. Elle dit être dans une destruction d'elle-même. Ça ne va pas de soi parce que mon angoisse attaque trop mon désir. Cette apparente conviction se révèle en fait être une certitude parmi d'autres chez Ève. Tout le travail de la psychothérapie est alors le suivant. Donc je cite, « Avec le psychotique, le clinicien devra manier le transfert en tenant compte de la forclusion spécifique à cette structure. Même si les règles psychanalytiques de la cure sont les mêmes qu'avec un névrosé ou un pervers, le clinicien devra être attentif à ce qui pourrait mener vers la béance structurelle. Ainsi, il parlera un peu plus, sera prudent à ce que ses dires n'ouvrent pas d'équivoque, tentera d'infléchir la certitude délirante. Cela afin d'éviter un gonflement imaginaire pouvant aller jusqu'au passage à l'acte mortel. » La citation provient du manuel clinique du RPH qui est à paraître.
Ève décrit un débordement à la naissance de sa fille. C'est tellement angoissant que je voudrais me libérer de sa présence, je voudrais qu'elle soit morte. J'ai peur de toute la haine que je peux avoir contre elle. Ève est invitée à associer librement cette haine à l'égard de son enfant plutôt que de l'agir. Les hurlements de son enfant lui sont insupportables, la renvoyant à ce qu'elle appelle sa détresse. Ève est dépassée par le fait qu'Emma ne fasse pas ses nuits. Le quotidien, de manière générale, est compliqué. Comme le dit Ève, tout est trop compliqué. S'occuper de sa fille lui demande une énergie considérable. Ève était dans l'excès. Elle faisait 3 plats différents à chaque repas pour sa fille. Elle consacrait 3 heures d'histoire et de chansons au coucher. Forcément, face à cet excès, la haine s'installe de part et d'autre. Un jour, sa fille l'insulte, ce qui pousse Ève à être violente. La séparation était difficile. Lorsqu'Ève déposait Emma à l'école, celle-ci pleurait et réclamait bisous et câlins. La psychothérapie a aidé à dégonfler son imaginaire, par exemple cette idée qu'être seule à l'école sans sa mère est horrible. Cette pensée retenait Ève auprès de sa fille. L'autorité ne va pas forcément de soi. Il y a eu différentes difficultés qui ont demandé des séances supplémentaires. Lorsque devoir habiller Emma enfant était une lutte, lorsqu'Emma s'est mise à frapper ses parents et qu'ils n'arrivaient pas à réagir. Je n'ai pas le temps de détailler, mais penser à son enfance rend triste Ève, ce qu'elle relie directement à ce qu'elle appelle sa dépression. Malgré cela, Ève n'a pas cédé sur son désir d'avancer et continue sa psychothérapie à un rythme très soutenu. Au début de sa cure, il y a 6 ans, Ève était logoréique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Elle se sent plus ouverte au monde, dit-elle, bien que cela reste difficile. Elle qui se plaignait régulièrement de ses séances et de sa psychothérapie, et de sa psychothérapeute, elle est depuis 1 an très engagée dans sa cure. Les doutes par rapport à sa psychothérapie ne font plus obstacle. Ève a joui de paroles qu'ont pu avoir des psychiatres par le passé, telles que « vous êtes limite soignable ». Elle dira finalement « cela m'autorisait à ne pas grandir », ce genre de phrase. Ève entretient des relations imaginaires teintées d'amour, de jalousie, d'agressivité et de sentiments de persécution qui la dépassaient et qui s'apaisent au cours de sa cure. Elle dit « Je peux être moi-même sans être dans l'attaque ». Ce n'est plus la logique ou moi ou l'autre qui prime, mais une possible coexistence de l'autre et elle. Inévitablement, Ève se sent mieux au travail avec ses collègues. En parallèle, sa fille commence à avoir des copines à l'école. Malgré l'effort que cela lui a demandé, Ève a pu organiser une fête d'anniversaire à Emma, ce qui l'a rendue très heureuse. Des moments de séparation commencent à s'installer avec sa fille, là où Ève considérait la séparation comme une rupture au début de sa cure. Elle dit « J'ai eu besoin de votre soutien pour penser que ma fille peut s'endormir seule. » Je lui ai dit « Emma, tu peux t'endormir seule. Il fallait que je me sente portée par vous pour pouvoir dire ça. » Il y avait un collage imaginaire entre sa fille et elle, la patiente pensant que sa fille était un duplicata d'elle-même. Cet imaginaire se dégonfle grâce à ces séances. Ève et Emma sont 2 êtres différents. Tout en respectant l'anonymat, j'ai tenté de reproduire la proximité des sonorités de leurs prénoms qui sont très proches phonétiquement. Ève ne se met plus que rarement en arrêt maladie alors qu'elle l'est multipliée par le passé, avec l'aide de son médecin généraliste qui lui prescrivait à la demande. La diminution des arrêts maladie instaure aussi une séparation avec sa fille, puisqu'Ève s'organisait pour passer ses journées sans travail auprès de sa fille à la maison. Des constructions se mettent en place au quotidien. J'ai eu le courage de ranger et d'organiser la chambre d'Emma. J'ai fait une action concrète. Je suis contente, dit-elle. En parallèle de sa psychothérapie, son psychiatre la rassure, il lui donne des consignes. Ève dit « Pour être une bonne mère, j'ai besoin des 2. Une approche plus soutenante et une approche plus autonome où je me sens plus libre. » Pour en arriver là, il a fallu des années de critiques, soit de son psychiatre, soit de sa psychothérapeute. Grâce à la clinique du partenariat conceptualisée par Amorim et face aux reproches d'Ève, le psychiatre ou moi-même avions la même réponse. Votre psychothérapeute ou votre psychiatre fait son travail. J'ai aussi pu l'inviter à respecter les ordonnances de son médecin. Ève fait un pas de plus. Je n'aimais pas lui dire non parce que c'était aussi me dire non à moi-même.
Suite à ce premier nom, Ève dit s'être levée le lendemain matin sans angoisse, ce qui arrive rarement. La limite, la castration symbolique apaise. Ève s'affirme au travail et n'adopte plus une position d'enfant. Elle s'y sent mieux, ce qui lui permet de s'y engager. Récemment, à l'une de ses séances, elle a pu dire « Je commence à entrevoir la possibilité d'une vie sans dépression ». Ce qui n'est pas rien, venant d'elle, parce qu'elle se raccrochait coûte que coûte à se penser condamnée à la souffrance. La psychanalyse peut aider les patients en souffrance, les parents en souffrance, et les patients aussi, à occuper leur position, notamment grâce au respect des techniques par le clinicien. Ceci est indispensable. J'ai déjà cité, avec la situation d'Ève, la technique de l'écarteur, mais il y a aussi celle de l'association libre, la technique des séances lacaniennes, la technique de l'écarteur, la technique de l'évitement imaginaire, la technique des séances manquées, celle du maniement du téléphone et d'autres. Ainsi, la souffrance a certes un impact sur la parentalité, que celle-ci concerne un parent de structure névrosée ou psychotique d'ailleurs, mais plutôt que de condamner en généralisant, la psychanalyse permet l'espérance d'une vie sympathique, voire d'une existence en dehors des murs de l'asile. Je vous remercie.